Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis pour une séance un peu plus classique que la précédente, puisque la précédente avait permis de renouveler le bureau, donc c'était une séance un peu exceptionnelle. Donc sur le papier, cette séance a l'air plus classique. Pour autant, on va faire dans ce moment de travail un exercice qu'on n'a pas fait très souvent, c'est-à-dire examiner un rapport pour avis sur un texte législatif. Je rappelle qu'on a la possibilité de le faire à la délégation, avec cette différence par rapport aux commissions que nous n'avons pas vocation à formuler des amendements, même si le rapporteur, le président ou toute autre personne de la délégation peut ensuite, sur la base de ce rapport, se trouver fondé à formuler des propositions dans le cadre des discussions des textes législatifs. En l'espèce, il s'agit, et c'est malgré tout un peu une bizarrerie, d'un texte que nous sommes en train d'examiner à l'Assemblée depuis le début de la semaine, le projet de loi pour le plein emploi, sur lequel nous nous sommes saisis des articles 4 et 10, et pour lequel nous avons désigné, il y a déjà quelque temps, M. Didier Legac, député du Finistère, comme notre rapporteur pour avis sur ce texte et sur ces dispositions de l'article 4 et de l'article 10. Alors, vous me direz qu'il s'agit par définition d'une politique nationale et du reste, le nom longtemps identifié pour les services de l'emploi, la NPE, le montre bien et insister sur ce caractère national. Pour autant, et c'est assez logique, les élus locaux s'impliquent depuis très longtemps dans ces politiques de recherche d'emploi. Et parmi les exemples qu'on a tous en tête, il y a celui des missions locales, dans laquelle les élus sont très investis et qu'ils financent, du reste, communes ou intercommunalités selon les cas. Et on pourrait également citer les maisons de l'emploi, mais aussi désormais la responsabilité qui peut être la leur d'élaborer des plans locaux pluriannuels d'insertion pour l'emploi. Ça, je dirais, à l'échelle du bloc communal, mais les régions, vous le savez, sont responsables de la formation professionnelle des adultes, tandis que les départements, pour ce qui les concerne, sont chargés du suivi des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Bref, il y a cette présence forte dans les enjeux qui sont soulevés par la loi des collectivités territoriales. Et du reste, on en a entendu déjà plusieurs exemples dans les débats que nous avons eus, avec une volonté parfois de certains collègues de mentionner explicitement le rôle des communes dans l'orientation ou dans la réorientation de certains bénéficiaires du RSA. Quelques rappels sur ce texte malgré tout. On est aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, dans un contexte de nette amélioration sur le front de l'emploi. Et l'objectif de ce projet de loi est d'améliorer l'accompagnement des personnes les plus fragiles en levant un certain nombre de freins à l'emploi, parmi lesquels, peut-être au premier rang desquels, une insuffisante coordination des différents acteurs qui interviennent pour accompagner les personnes en situation de recherche d'emploi, dans l'orientation aussi des allocataires du RSA ou des personnes handicapées. L'article 4 du projet de loi a précisément pour objectif de constituer un dispositif intégré visant à associer à tous les échelons l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs respectifs, et qui est censé faciliter le suivi harmonisé de tout demandeur d'emploi. Monsieur le rapporteur, vous nous présenterez les contours de ce réseau visé par l'article 4, qui a été initialement baptisé réseau France Travail, et vous nous direz si, selon vous, les dispositions issues des discussions en commission des affaires sociales garantissent le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance du dispositif. Le second frein à cette efficacité se situe dans les difficultés rencontrées par les familles à s'installer dans les bassins d'emploi les plus dynamiques, en l'absence de solutions de garde adaptées à leurs besoins. Là encore, l'apport des collectivités territoriales, et en particulier du bloc communal, est d'ores et déjà décisif, et on peut dire que la plupart des communes se sont emparées depuis assez longtemps de ce sujet de la petite enfance, sans toujours faire le lien avec celui de la recherche d'emploi ou du dynamisme sur le front de la création d'emplois dans leur bassin d'activité. Et donc, il s'agit de formaliser ce rôle et de faire ce lien de manière beaucoup plus systématique. On a, au-delà des crèches, des micro-crèches et des haltes garderies, dont je rappelle qu'1 sur 5 sont gérées par des communes ou par des intercommunalités, on a des opérateurs privés qui sont apparus depuis plusieurs années sur ce marché où la demande des familles est proche. Il n'y a pas une seule de nos circonscriptions, je n'en doute pas, où nous n'avons pas de
maisons de MAM, de maisons d'assistantes maternelles, par exemple, avec parfois des situations d'accompagnement, y compris de ces structures privées, par les collectivités pour en faciliter le déploiement. Les difficultés de recrutement des personnes qualifiées freinent la création de nouvelles places et l'offre est inégalement répartie sur le territoire national. Le président de la République, vous le savez, s'est engagé à relancer la création de places avec un effort financier important et l'organisation d'un nouveau service public, celui de l'accueil du jeune enfant. L'article 10 du projet de loi répond précisément à la nécessité d'organiser la politique d'accueil du jeune enfant, plaçant les communes et leurs groupements au centre de sa gouvernance. Et c'est un article qui avait fait l'objet au Sénat de débats très nourris dans lesquels mon homologue Françoise Gatel était intervenue à plusieurs reprises. Voilà, le décor est planté, mes chers collègues. Et sans plus attendre, je vous cède la parole, monsieur le rapporteur, pour la présentation de votre rapport, suite à quoi nous lancerons le débat avec les collègues présents. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Bien, merci, monsieur le président, cher David, mesdames, messieurs. Le propos liminaire était déjà très complet, très précis. Vous avez raison, effectivement, de dire que notre délégation a eu raison de se saisir de ce projet de loi. C'est bien le rôle de notre délégation de veiller et de se saisir ou de s'auto-saisir de tous les textes qui concernent de près ou de loin les collectivités locales. Et effectivement, celui-ci en premier chef, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 articles plus particulièrement qui concernent l'activité et la vie de collectivités locales. L'article 4 qui redéfinit la gouvernance de ce qui sera demain France Travail, la gouvernance autour des politiques d'accompagnement, d'emploi et d'insertion, et l'article 10, vous venez de le souligner, sur effectivement la petite enfance, qui est un sujet, quand on a été maire, comme vous, comme moi, dont on sait que qui est un sujet suivi de près par les élus locaux et notamment par les maires. Alors, donc, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots d'abord d'introduction pour vous rappeler le contexte de ce projet de loi et vous dire qu'après une longue période marquée par le chômage de masse, vous le savez, le marché de l'emploi en France est entré dans une nouvelle ère puisque le taux de chômage est descendu à 7%, 7,1% la population active en mars 2023, chiffre qui n'avait jamais été observé depuis 1982. Pour autant, la France n'a pas encore atteint le plein emploi et on relève d'ailleurs un paradoxe puisque le chômage touche toujours encore plus de 2,8 millions de personnes relevant de la catégorie A de Pôle emploi. Les entreprises et en même temps, les entreprises souffrent de leurs difficultés à recruter. Ainsi, le nombre d'emplois vacants s'est accru de près de 80% entre décembre 2019 et décembre 2022. En décembre 2019, il y avait 210 223 emplois vacants et en décembre 2022, il y a quelques mois, ce nombre s'établissait à 373 254 emplois vacants dans notre pays. Cette situation paradoxale met bien en évidence la difficulté des personnes les plus fragiles, les chômeurs en reconversion professionnelle, les jeunes en difficulté d'insertion, ou encore les personnes en situation de handicap, et à être donc accompagnées vers les gisements d'emploi les plus adaptés à leurs besoins. Sur ce point, les marges de progression sont donc loin d'être négligeables. Et à ce sujet, rappelons que moins de la moitié des allocataires du RSA bénéficient aujourd'hui d'un suivi par Pôle emploi, et c'est le cœur de ce projet de loi. Cela signifie concrètement que plusieurs centaines de milliers de personnes sont ainsi laissées à côté du chemin, à côté de la route, ou en tous les cas au milieu de celle-ci. C'est pourquoi l'une des mesures phares du projet de loi plein emploi est donc de donner au dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi sa pleine et entière efficacité. Ce projet de loi qui est en cours d'examen, de discussion, vous l'avez dit, Monsieur le Président, depuis lundi en séance. C'est vrai que vous avez reçu mon rapport en début de semaine et j'aurais pu commencer par ça, m'excuser auprès de vous, mais le fait que la délégation réalisait son président la semaine dernière a fait que... Pardon ? Et pas que son président, effectivement, tout le bureau. Ceci explique cela, et notamment le décalage. Mais la prochaine fois, effectivement, on peut penser que les rapports vous parviendront plus tôt, et en tous les cas, avant le début de leur examen dans l'hémicycle.
Ainsi, parmi les mesures les plus emblématiques de ce projet de loi figure la systématisation de l'inscription à Pôle emploi, qui sera renommée France Travail, de tous les demandeurs d'emploi, y compris les bénéficiaires du RSA, ainsi que la signature d'un contrat d'engagement unifié, véritablement réciproque, par lequel l'intéressé s'engage à suivre un parcours personnalisé de retour progressif ou d'accès ou à l'emploi direct. Au-delà de la relation entre le demandeur d'emploi et son accompagnateur, c'est bien la gouvernance de l'ensemble du dispositif qui doit donc être repensée de façon à fluidifier les relations entre les acteurs de l'aide à l'emploi et à l'insertion. C'est précisément sur ces points, mes chers collègues, que nous avons vocation à intervenir et à débattre et à commenter. En effet, l'article 4 du projet de loi, qui entre dans le champ de la saisine pour avis de notre délégation, fait émerger un dispositif intégré au sein duquel les collectivités territoriales jouent, aux côtés de l'État, un rôle essentiel de pilotage et de coordination des acteurs publics et privés en prise directe avec les demandeurs d'emploi. Il consacre ainsi, cet article 4, la légitimité des collectivités locales à agir en matière d'aide à l'emploi, c'est-à-dire à entériner une évolution entamée, à vrai dire, il y a plus de 40 ans, avec notamment la mise en place des missions locales. Comme vous le savez, la délégation s'est également saisie pour avis de l'article 10 du projet de loi, on l'a dit, qui confie aux collectivités territoriales et plus particulièrement au bloc communal, et j'emploie exprès ce mot de bloc communal, le service public de la petite enfance, afin de favoriser la proximité et la qualité dans l'implantation de structures d'accueil. Ces deux articles répondent à une même logique, le positionnement des collectivités au cœur des politiques publiques visant à lever les freins à l'emploi. Le président de la République l'a rappelé, nous n'arriverons pas au plein emploi sans la coopération et sans faire avec les collectivités locales. La mise en valeur des élus locaux et la décentralisation est, vous le savez, la marque de fabrique de notre délégation. C'est sous cet angle que je vous propose donc d'examiner successivement les articles 4 et 10 du projet de loi. Alors d'abord l'article 4. S'agissant de cet article, la volonté affichée par le gouvernement d'apporter des éléments de cadrage au réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi a suscité, il est vrai, des craintes auprès des associations d'élus locaux qui ont cru voir à travers ce projet de loi une tendance à la recentralisation derrière la structuration du nouveau dispositif France Travail, structuration en 4 niveaux, national, régional, départemental et local. Et on a d'ailleurs observé les mêmes craintes lors de l'examen du texte au Sénat. À cet égard, on pouvait, dans le texte initial, regretter effectivement l'existence de points de déséquilibre entre l'État et les collectivités territoriales dans le fonctionnement du réseau. Le texte prévoyait par exemple que la coprésidence des comités locaux soit conditionnée à la signature d'une charte d'engagement. Là aussi, on y reviendra, le Sénat a souhaité revenir sur cette charte. Par ailleurs, il donnait une large place aux régions et aux départements dans la composition et la direction des différents comités, au détriment, il faut bien le dire, dans le texte initial, des collectivités du bloc communal qui pouvaient se voir mises de côté. Votre homologue d'ailleurs du Sénat l'a rappelé à plusieurs reprises, au sein du comité local dont elles sont pourtant les plus proches. Le Sénat y a apporté des modifications en première lecture. D'abord, celle-ci se contentait de supprimer toute forme de régulation et instaurait une procédure de désignation un peu curieuse de la coprésidence du comité local. Enfin, elle confiait au préfet de département et non au préfet de région le soin de fixer les ressorts géographiques du comité local sur proposition du comité régional ou du comité départemental, instaurant ainsi une forme de hiérarchie implicite entre les différents échelons territoriaux. Hiérarchie qui n'existe pas, qui ne doit pas exister. Le ministre l'a rappelé la semaine dernière en audition, chaque niveau de collectivité conserve ses compétences. Bien évidemment, on pouvait donc comprendre ces craintes, et pour autant, il me paraît contre-productif de supprimer, comme l'a fait le Sénat, tout cadre de coordination entre les acteurs. S'agissant de la mise en place des comités locaux du réseau, j'estime que l'abaissement au niveau du département du pouvoir de décision limiterait les capacités du réseau à embrasser l'intégralité des bassins d'emploi, puisque je suis très attaché à cette notion de bassin d'emploi, bassin de vie. Et rappelons sur ce point que l'INSEE recense en France un peu plus de 300 bassins d'emploi, aux configurations, il est vrai, très variées d'un territoire à l'autre. Si certains correspondent à quelques communes près au périmètre de l'EPCI, d'autres sont constitués à cheval sur au moins 2 départements, voire 2 régions, notamment lorsqu'une agence Pôle emploi se situe à proximité d'une limite régionale. Il est dès lors parfois nécessaire qu'un président de région soit désigné à la tête d'un comité local.
Comment pourrait-on arriver à un tel résultat si le pouvoir de désignation était confié au préfet du département ou à une association départementale d'élus du bloc communal? Un réajustement du texte était donc indispensable. Les travaux menés en commission des affaires sociales de l'Assemblée, cette fois, la semaine dernière, à notre reprise de travaux, ont donc permis d'aboutir à un nouvel équilibre qui me semble plus satisfaisant. Ainsi, le nouveau dispositif rétablit le pouvoir d'intervention du préfet de région, tant la délimitation du comité local que dans la désignation de son coprésident. Il permet également aux élus du bloc communal d'être systématiquement représentés dans les comités territoriaux, y compris régionaux et départementaux, et c'est une vraie avancée. Il recrée par ailleurs la charte d'engagement, renommée à cette occasion charte de coopération, tout en ne conditionnant sa signature à la coprésidence d'un comité territorial. En ce sens, je considère que cette nouvelle version de l'article 4, validée par le rapporteur et le ministre à l'Assemblée, instaure une gouvernance équilibrée et respectueuse des territoires. Et je verrai naturellement, et j'y veille depuis lundi soir, à ce que les débats en séance publique n'aboutissent pas à rompre cet équilibre. Concernant maintenant l'article 10 du projet de loi, nous le savons, aujourd'hui, en 2023, obtenir une place pour son enfant dans une crèche, qu'elle soit municipale, associative ou privée d'ailleurs, ou chez une assistante maternelle agréée, n'est pas chose facile pour les familles. Or, des difficultés d'organisation au quotidien, avec parfois une impossibilité à trouver une solution d'accueil satisfaisante, peut constituer véritablement un frein à la recherche d'emploi pour l'un ou l'autre des deux parents, le plus souvent la mère de l'enfant. Et c'est pour cela qu'un article en entier est consacré au mode de garde des enfants dans ce projet de loi, dont on pourrait se dire a priori, tiens, pourquoi il y a un article sur les modes de garde des enfants dans un projet de loi sur l'emploi, mais bien évidemment, vous ferez avec moi aisément le lien entre les deux. Alors que notre pays compte près de 2,1 millions d'enfants de moins de 3 ans, seul un enfant sur deux bénéficie aujourd'hui d'un mode de garde formel, c'est-à-dire autre que la garde par les parents ou un autre membre de la famille pendant les jours de la semaine. Et si la garde du jeune enfant par ses parents a significativement reculé ces 20 dernières années, elle demeure le principal mode d'accueil encore aujourd'hui. C'est une enquête de la DREES de 2023 qui nous le confirme. Ainsi, en 2021, 56% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par l'un des deux parents pendant la journée, en semaine, plus de la moitié. Les autres modes de garde, vous les connaissez, vous êtes encore des élus locaux, soit l'accueil chez une assistante maternelle agréée, ou en MAM, maison d'assistante maternelle, soit l'accueil dans un établissement d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire en crèche, micro-crèche ou halte garderie, dans 18% des cas. Et sur ce sujet, je souligne d'ailleurs que près de 3 établissements d'accueil sur 5 sont gérés par les communes ou par les intercommunalités en France. Les autres relèvent du secteur associatif pour 24% ou du privé pour 18%. Et enfin, les autres possibilités d'accueil sont l'école maternelle pour les enfants de 2 à 3 ans. C'est le cas dans ma région, en Bretagne, où on a une longue habitude de confier les enfants dès leur plus jeune âge et dès les 2 ans à l'école, et où encore, c'est plus rare, la garde à domicile, le babysitting. La part des établissements d'accueil du jeune enfant a progressé de 9 points depuis 2002, celle des assistantes maternelles de 7 points. Cependant, pour ces deux modes de garde, qui sont les plus demandés par les parents, on constate depuis quelques années une stagnation des ouvertures des nouvelles places. Et au final, la capacité d'accueil par l'ensemble des modes d'accueil formels s'élève aujourd'hui en France à environ 1 307 000 places, soit un taux de couverture de 58 places seulement pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans, 58 places pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans, c'est la réalité aujourd'hui en France. Et depuis, cette capacité marque aujourd'hui le pas, et tout mode d'accueil confondu, la capacité d'accueil est d'ailleurs en décroissance depuis 2020. C'est un enjeu important, et notamment pour les femmes, et dans l'enquête que j'ai citée, celle de la DREES, cette enquête rappelle que le recours au mode d'accueil formel a accompagné la hausse sur le long terme du taux d'emploi des mères des jeunes enfants. Et toutefois, si le taux d'emploi des mères d'au moins un enfant de moins de 3 ans est passé de 55 en 2003 à 63% en 2020, il demeure inférieur de plus de 8 points à celui des hommes.
L'enjeu du libre choix du mode de garde de l'enfant de moins de 3 ans est donc important pour l'accès et le maintien dans l'emploi des mères de famille et l'égalité homme-femme, ce qui justifie pleinement la présence de cet article 10 dans ce projet de loi pour le plein emploi. Il existe aujourd'hui une pénurie de personnel qualifié, une gouvernance peu lisible et des inégalités territoriales. Tout d'abord, les raisons qui expliquent cette inégalité sont multiples. Tout d'abord, le nombre d'assistantes maternelles et d'une manière de professionnels qualifiés de la petite enfance diminue depuis une dizaine d'années. Il manquerait au moins 10 000 professionnels selon l'Observatoire national de la petite enfance. La crise sanitaire a accéléré ce phénomène et a créé des tensions sur les recrutements. On estime à 120 000 sur 348 000 le nombre de départs à la retraite d'assistants maternels d'ici à 2030, c'est-à-dire dans les années proches. Un travail devra donc être fait sur l'attractivité de ce métier et sur la formation. Cette pénurie de personnel qualifié a aussi des répercussions directes sur les établissements qui accueillent les jeunes enfants. Elle entraîne le gel d'un certain nombre de projets d'ouverture et impacte également le maintien de certaines sections et des amplitudes horaires. Ensuite, les acteurs de l'accueil du jeune enfant sont nombreux et l'actuelle gouvernance de cette politique publique apparaît peu lisible. Ainsi, au niveau national, une convention d'objectifs et de gestion, la COG, conclue entre l'État et la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, définit des objectifs pluriannuels en matière d'extension de l'offre d'accueil, d'accès à des places pour les familles défavorisées ou avec un enfant en situation de handicap et d'amélioration de la prise en charge du jeune enfant. Elle fixe cette COG un cadre financier. Au niveau départemental, le département joue un rôle de coordination, d'autorisation et de contrôle des conditions d'accueil du jeune enfant via le comité départemental des services aux familles, le service de la PMI, que l'on connaît bien sur les territoires. Par ailleurs, c'est le président du conseil départemental qui autorise la création des établissements après avis du maire. Et enfin, au niveau le plus local, il y a la commune. Je rappelle qu'il s'agit jusqu'à présent d'une compétence facultative dont les communes se sont naturellement et spontanément emparées. 96% des communes aujourd'hui de plus de 3500 habitants et un tiers des EPCI ont développé un service d'accueil du jeune enfant. Depuis 2021, les communes peuvent d'ailleurs élaborer un schéma pluriannuel de développement des services aux familles qui recense les besoins, les équipements existants et ceux nécessaires et définit des perspectives de développement avec un calendrier et une estimation du coût. Et pour développer ces services aux familles, les communes peuvent conclure des partenariats avec leur CAF local sous la forme de conventions territoriales. Troisième point sur lequel je veux insister pour terminer cet état des lieux de l'offre d'accueil du jeune enfant, c'est l'inégale répartition des capacités entre les territoires. Par exemple, en Guyane, il n'y a que 11 places en moyenne pour 100 enfants en accueil formel, alors qu'il y en a 83% en Mayenne. Il y a en outre des déséquilibres au sein d'un même département, avec des zones tendues, souvent des zones périurbaines, mais aussi parfois rurales, ou bien d'autres très bien dotées, comme dans les grandes agglomérations, ce qui nécessite donc une meilleure régulation de l'offre. Fort de ces constats, il est apparu nécessaire de légiférer pour créer un véritable service public de l'accueil du jeune enfant et recréer une dynamique de création de nouvelles places avec une offre de qualité. C'est l'objectif que se donne l'article 10 dans sa version initiale d'abord. Premièrement, une stratégie nationale de l'accueil de la petite enfance confiée au ministère chargé de la famille qui définit au niveau national les priorités et les objectifs nationaux. Ensuite, une autorité organisatrice qui revient aux communes. Les communes sont reconnues dans ce rôle. Ainsi, toutes les communes devront recenser des besoins et des offres et informer les familles. Et les communes de plus de 3500 habitants donc, devront élaborer un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Et alors que les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place un relais petite enfance. Ces compétences pourront être transférées par les communes à leur intercommunalité, mais uniquement en bloc. Quatrièmement, le comité départemental des services aux familles pourra saisir les autorités organisatrices qui n'auront pas établi le schéma pluriannuel communal dans un délai de 3 ans après l'adoption de la stratégie nationale. Et en cas de carence persistante, le préfet pourra demander à la CAF d'élaborer le schéma pluriannuel communal à la place de l'autorité organisatrice défaillante et de le mettre en application.
Par ailleurs, afin de réguler l'offre d'accueil dans le département, le préfet déterminera les zones où l'offre est insuffisante et peut donc faire l'objet d'aide de la CAF, et celles où l'offre est en excès et où le maire peut s'opposer, et s'opposera d'ailleurs s'il le souhaite, à l'ouverture d'un nouvel établissement. L'ensemble de ce dispositif est prévu d'entrer en vigueur le 1er septembre 2025. Le Sénat y a apporté un certain nombre de modifications. En première lecture, d'abord, le Sénat a supprimé la stratégie nationale, y voyant là une tentation centralisatrice de l'État. Ensuite, il a supprimé la possibilité pour le préfet de mandater la CAF. Enfin, il a relevé le seuil de population à partir duquel les communes doivent élaborer leur schéma pluriannuel, qui passerait de 3 500 à 10 000 habitants. Mais voilà. Et enfin, le décalage d'un an de l'entrée en vigueur du service public de la petite enfance, qui a fait couler beaucoup d'encre au Sénat, qui l'ont décalé au 1er septembre 2026, les sénateurs trouvant plus pertinent d'attendre les prochaines élections municipales et le renouvellement des conseils municipaux pour mettre en œuvre cette nouvelle politique. Je dois dire qu'au cours de mes échanges constructifs avec le cabinet du ministre, avec les associations d'élus concernés que nous avons auditionnés, l'AMF, l'ADCF et ADF des départements, nous avons fait émerger des solutions consensuelles. Et ces solutions se retrouvent d'ailleurs dans le texte issu de la commission et dont nous débattons en ce moment en séance. D'abord, il s'agit de la reconnaissance explicite du rôle majeur du bloc communal dans la politique d'accueil du jeune enfant, qui était très attendue par les collectivités locales. Ainsi, les communes et leurs groupements seront bien les autorités organisatrices de cette politique. Et le texte évite par ailleurs un écueil redouté par les collectivités, celui de faire de l'accueil du jeune enfant un droit opposable, un peu comme le DALO sur le logement. S'agissant de la stratégie nationale supprimée par le Sénat, il me paraît essentiel que le service public de la petite enfance, que nous appelons tous de nos voeux, se voit bien assigner des objectifs qualitatifs et quantitatifs au niveau national, mais que plutôt que de rétablir la stratégie nationale, il nous a paru préférable d'aller plus loin dans la décentralisation en associant plus largement les acteurs locaux. C'est pourquoi j'ai soutenu la proposition de notre collègue Christine Lenabour de laisser au ministre chargé de la famille le soin d'arrêter des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement en matière d'accueil du jeune enfant après consultation des représentants des collectivités territoriales. Concernant l'intervention du préfet en cas de manquement d'une commune à son obligation de mettre en place un schéma, l'AMF et l'Intercommunauté de France considèrent cette mesure comme une ligne rouge à ne pas franchir. En effet, elles estiment que la pénurie actuelle de personnel qualifié et d'éventuelles difficultés financières peuvent conduire, il est vrai, certaines petites communes à ne pas être en capacité de produire un schéma pluriannuel. Cette objection paraît recevable. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai soutenu la démarche de dialogue suggérée par les associations d'élus, reprise par un amendement du gouvernement adopté en commission, qui prévoit qu'en cas de difficulté d'une commune, un échange a lieu d'abord entre celle-ci et la CAF pour discuter des causes des difficultés rencontrées dans la mise en place de l'offre d'accueil. Et cette solution non coercitive me paraît plus équilibrée. La commission des affaires sociales la commission des affaires sociales de l'Assemblée a rétabli le seuil de 3 500 habitants, à partir duquel une commune doit élaborer le schéma pluriannuel communal d'accueil du jeune enfant. Cette démarche est logique dans la mesure où, comme je l'ai rappelé, la quasi-totalité des communes de plus de 3 500 habitants a déjà mis en place des solutions d'accueil. Néanmoins, nous avons pris soin de préciser par amendement que les modalités d'établissement du schéma pluriannuel communal fixées par voie réglementaire seraient adaptées pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et cette nouvelle rédaction apporte une réponse satisfaisante à l'AMF notamment. La date d'entrée en vigueur de ce nouveau service public de la petite enfance, l'article 10, a fait l'objet d'un débat au Sénat très nourri, comme en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Je dirais sur ce sujet qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Soit on reporte l'entrée en vigueur du dispositif après les prochaines élections municipales, de sorte que ce seraient les équipes nouvelles élues en mars 2026 qui détermineraient le schéma pluriannuel d'accueil du jeune enfant, ou au contraire une autre école qui dit fixons une entrée en vigueur le plus tôt possible pour aller vite avec les élus qui sont déjà en place et qui connaissent donc bien leur dossier. L'AMF était favorable au report et Intercommunauté de France, à contrario, souhaitait aller plus vite. Je pense pour ma part qu'il faut aller vite si l'on veut tenir compte de cet objectif de création de 100 000 places supplémentaires d'ici 2027. Les communes et intercos sont, pour la grande majorité, déjà prêtes.
et la demande des familles est forte. Aussi, nous avons fixé une entrée en vigueur au 1er janvier 2025, qui laisse une année pleine, une année et demie même, à partir de maintenant et toute l'année 2024, une année aux communes pour se préparer. Là encore, je pense qu'il s'agit d'un bon compromis, Monsieur le Président. Pour finir, je ne serais pas complet si je n'évoquais pas 2 points importants. Premièrement, le rôle éminent que joue le département dans la politique d'accueil du jeune enfant. Les départements nous ont beaucoup interpellés, notamment via le schéma départemental et le comité départemental des services aux familles. Et puis le département, vous le savez tous, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile. Cette place se trouve donc confortée par l'article 10 bis, qui a été introduit par l'amendement du gouvernement. Aurore Berger, la nouvelle ministre, est venue devant la commission des affaires sociales nous le présenter, et qui suit en cela les recommandations formulées par l'IGAS en réponse aux révélations récentes sur les mauvaises pratiques de certains établissements. Il précise le rôle joué par le président du conseil départemental et par la PMI en matière d'autorisation d'ouverture et de contrôle des établissements d'accueil. Et je vais donc porter un amendement qui a été adopté prévoyant que l'action des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant s'effectue bien en lien avec le département, ce qui n'existait pas dans la première mouture. Deuxièmement, deuxième point important, la place des collectivités territoriales dans la gouvernance de la CNAF est encore insuffisamment affirmée. Il me paraît opportun que les associations d'élus soient représentées aux côtés de l'UNAF, des assurés sociaux et des employeurs au conseil d'administration de la CNAF. Il serait souhaitable d'inscrire une disposition en ce sens dans un prochain texte. Pour conclure, j'insisterai sur les améliorations apportées par les amendements adoptés en commission des affaires sociales et prenant en compte les observations des associations d'élus locaux, dont une grande partie des propositions se trouvent aujourd'hui satisfaites. Des échanges se poursuivent encore entre les ministres et les présidents représentants de nos collectivités territoriales. Cette méthode de concertation a été plutôt constructive tout au long de l'examen de ce texte, dont je me félicite. Et donc, nous reprendrons l'examen de ce texte demain, jeudi, à l'Assemblée. Nous en sommes à l'article 1, que nous n'avons pas encore adopté pendant 3 jours. Et le projet de loi concerne 11 articles. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Je veux bien répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. On a déjà 2 questions, l'une de Bertrand Sort et l'autre de Catherine Couturier. Je voudrais d'abord vous remercier de ce travail, remercier les administrateurs qui ont travaillé à vos côtés, et puis poser quelques interrogations comme cela pour lancer le débat, pour lancer la balle d'une certaine façon. D'abord sur le pilotage à l'échelle locale de ces comités locaux, je tenais à savoir s'ils se substitueraient à des structures qui existent parfois, des services publics de l'emploi de proximité, services publics de l'emploi local, qui sont souvent sous l'égide des sous-préfets dans les arrondissements et qui avaient déjà expérimenté cette pratique consistant à mettre tous les acteurs de l'emploi et de la formation autour de la table pour définir des projets communs. Est-ce que ces comités locaux se substitueront de plein droit à ces structures souples que sont alors selon les endroits, les SPEP ou les SPEL? C'est une première question. Le deuxième, et on a bien vu que c'était dans le corps de votre propos la partie principale, deuxième série de questions sur le lien qui est fait entre le service public de la petite enfance et la capacité à retrouver un emploi ou à en trouver un. Je voudrais d'abord insister sur le caractère très innovant du lien qui est fait entre les 2 sujets. C'est un peu comme le lien entre les mobilités et la capacité à trouver un travail. On en parlait souvent, mais le formaliser dans un projet de loi, je pense que c'est assez significatif, important et innovant. J'abonde également ce que vous avez écrit sur le fait que l'accueil collectif est un mode de garde qui est recherché par un nombre croissant de parents, à rebours de ce qui pouvait exister dans les années 80 ou 90, où il y avait beaucoup de recherche d'assistantes maternelles individuelles. Aujourd'hui, les parents reviennent pour toute une série de raisons qui relèvent notamment de la préoccupation de la socialisation pour leurs jeunes enfants, à une demande d'accueil collectif qui va à nouveau croissante. Quelques questions sur ces éléments, et notamment une interrogation sur ce que vous disiez sur le fait que la prise de compétences par les intercommunalités serait nécessairement totale, qu'a voulu empêcher ou qu'a voulu parer le législateur en
n'envisageant pas une prise de compétence partielle de cette compétence petite enfance par les intercommunalités. Quel risque a-t-il envisagé? Je voulais aussi vous demander si vous aviez, au cours de vos auditions, pu recueillir des données sur le pourcentage d'intercommunalités qui assument cette compétence aujourd'hui par rapport aux communes. On peut supposer spontanément que c'est plutôt un trait d'intercommunalité urbaine, de communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole, mais ça demande peut-être à être vérifié. Voilà, c'est déjà suffisant. J'ai d'autres questions, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être vous pouvez répondre à mes quelques interrogations, et ensuite on prend la question de monsieur Bertrand Sor, de madame Couturier et de Patrice Lemoine. Merci, Monsieur le Président. Alors, je prends beaucoup de précautions pour répondre, bien évidemment, et j'aurais pu le dire dans mon propos, puisque le projet de loi, il est en cours d'examen, donc il est bien évidemment en mesure d'évoluer en fonction des débats, et puis aussi en fonction des accords que nous devons trouver pour retomber sur un accord, je l'espère, rapidement. Sur votre première question de dire qui se substitue à quoi? Non, rien ne se substitue à rien. L'esprit de ce texte, tel que l'a souhaité le ministre, le gouvernement, c'est de dire que, bien évidemment, il ne faut pas casser les dynamiques. Là où ça marche, eh bien... là où ça marche, clairement, il faut garder les mêmes dispositifs. Et c'est une sorte de compétence, en fait, à la carte. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences des collectivités ne sont pas remises en cause. Le département, c'est l'insertion, c'est l'enfance, c'est la PMI. Les régions, et elles y sont très attachées, bien évidemment, c'est la formation professionnelle. Les communes et le bloc communal, c'est la proximité, l'enfance, etc. Et donc ça, c'est pas remis en cause. On ne touche pas aux compétences. Et encore une fois que le projet de loi sera voté, une fois que la gouvernance nationale sera mise en place, après... Il faut que cette liberté, cette autonomie des territoires, à laquelle nous sommes très attachés, ici à la délégation, persiste. Encore une fois, le comité local, la loi ne dit pas quel périmètre il doit couvrir. Ici, peut-être que ce sera un bassin d'emploi qui couvrira le périmètre d'un EPCI. Ailleurs, peut-être que le bassin d'emploi ne correspond pas à l'EPCI et ce sera un groupement de communes. Ailleurs, peut-être encore, dans des départements très ruraux, peut-être que le comité territorial sera à l'échelle du département. Parfois, on l'a dit, sur 2 départements, etc., parce que vous savez bien, comme moi, que parfois les bassins de vie ne correspondent pas toujours aux frontières, à nos frontières administratives. Donc non, rien ne se substitue à rien et surtout pas à ceux qui marchent déjà. Le lien entre garde d'enfants et emploi, vous avez raison de le souligner, c'est novateur, effectivement. On a eu des questions, mais pourquoi un article sur la petite enfance dans un texte sur le projet de loi? Parce que, bien évidemment, très loin des caricatures qu'on peut entendre ou lire ici ou là, ce projet de loi ne vise pas à faire travailler obligatoirement les gens pendant 15 heures, il vise surtout à mieux renforcer, à accompagner les bénéficiaires des RSA ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Or, les freins principaux, c'est quoi? On le sait tous, c'est les mobilités, c'est le logement, les problèmes de santé et surtout les problèmes de garde d'enfants. Donc, le lien est tout fait. Les modes de garde, vous avez dit qu'elles ont évolué, vous avez raison. Moi, je pense qu'il faut que les familles ont le choix. Qui un mode de garde sur le territoire, qui assistante maternelle, parce qu'ils préfèrent une assistante maternelle. Et puis les assistantes maternelles aujourd'hui sont très bien organisées. C'est un métier qui a été beaucoup revalorisé ces 10 dernières années, c'est tant mieux. Il y a des MAM qui existent. Ou alors un mode de garde collectif. Sur la prise de compétences PCI, c'est une bonne chose. Je ne vais pas refaire les débats qu'on a eus avec l'assainissement, par exemple, parce que l'AMF et certaines communes ne veulent pas d'un transfert, sont très attachés, ils me l'ont redit, ne veulent pas d'un transfert obligatoire systématique de cette compétence vers les EPCI, ils veulent garder ça au plus près de chez eux. Mais je pense, moi pour ma part, mais ça n'engage que moi, que là aussi, dans ce domaine comme dans d'autres, le meilleur territoire, le plus pertinent pour régler des problèmes d'enfance et de garde, c'est le territoire intercommunal, parce que la réalité, c'est ça. On habite dans une commune, on va travailler dans une autre, et entre les deux, eh bien, il y a une commune où on peut déposer son enfant à faire garder, qui n'est pas forcément la commune de résidence où on habite, ni la commune où on travaille. Donc, à mon avis, c'est plus fin de gérer ça d'un point de vue intercommunal. Et oui, le gouvernement a trouvé plus sain de transférer ou pas complètement la compétence.
Et sur votre question très précisément, il y a aujourd'hui sur 1254 interco, 432, donc le tiers qui a déjà la compétence. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous remercie aussi de ne pas avoir, ou d'avoir relevé avec beaucoup d'élégance l'erreur que j'ai commise tout à l'heure dans mon propos introductif en disant que c'était 1/5 la proportion du bloc communal qui assumait l'accueil collectif, alors que c'est 3/5, comme vous l'avez indiqué à fort juste titre. Mais à l'inverse, je vous promets que ça ne sortira pas d'ici, cette comparaison entre la petite enfance et l'assainissement qui, à mon avis, ne plairait pas beaucoup aux uns et aux autres à juste titre. On va, avec l'autorisation de Madame Couturier et de Monsieur Sor, on va donner tout de suite la parole à Patricia Lemoine, parce qu'elle doit nous quitter. Et donc, je lui donne la parole pour qu'elle puisse poser sa question. Patricia. Je remercie évidemment mes collègues de me laisser prendre la parole avant de devoir partir pour un déplacement avec la Commission Défense. D'abord, remercier le rapporteur pour la présentation de cette mission que je trouve tout à fait pertinente et intéressante et qui permet de bien mettre en exergue finalement les points de crispation qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent sur l'exercice à la fois de la compétence petite enfance au travers de cet article 10, mais aussi par rapport aux problématiques d'emploi sur l'article 4 et notamment au regard des bénéficiaires du RSA et du travail fait autour de l'emploi. Moi, je veux vraiment saluer le fait qu'on mette en avant de façon très claire le bloc communal qui est concerné au premier chef par ces sujets. Et on les a trop souvent par le passé exclus de ce champ d'intervention. Et donc là, on a une belle reconnaissance et c'est donc à saluer. Je m'attarderai plus sur l'article 10, et c'est l'ancienne présidente d'intercommunalité compétente en matière de petite enfance qui s'exprime finalement pour pointer du doigt un élément qu'on n'a pas, qu'on voit pas au travers de ce PJL plein emploi, et c'est bien normal, mais qui est quand même une problématique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la volonté d'organiser le service de la petite enfance et d'apporter des solutions de garde à l'ensemble des familles, je crois que c'est la priorité de tous les élus qui sont en responsabilité, mais ils sont parfois confrontés à un manque de moyens. Alors, on va examiner dans quelques jours le PLF 2024. Je crois, et c'est un peu le sens de mon intervention, c'est de dire donnons aussi les moyens aux collectivités de pouvoir exercer correctement cette compétence, surtout à partir du principe où on va vraiment maintenant les mettre face à leurs responsabilités là-dessus. Et donc, je crois que la reconnaissance des salariés de ce secteur petite enfance et puis les moyens pour construire les structures, ça sera aussi une priorité. La délégation aura sans doute un rôle à jouer là-dessus. Voilà, merci. Monsieur le rapporteur. C'était plus des remarques que des questions, hein, mais effectivement, je partage votre sentiment, chers collègues, à la fois sur la consécration, la reconnaissance effectivement des communes, à la fois sur les deux sujets, d'ailleurs, sur l'emploi et sur la petite enfance. La petite enfance, il y a 98% des communes en France, 96% des communes en France qui exercent déjà la compétence enfance. Donc franchement, ça ne va pas être un big bang. Au contraire, on vient, à travers cette délégation, consacrer, à travers ce projet de loi, reconnaître le rôle des communes en matière d'enfance qui n'existait pas. Là, on va leur dire clairement, oui, ce sont les communes qui sont autorités régulatrices et qui mettent en place, qui doivent mettre en place des politiques de petite enfance et sur les moyens, effectivement, ça, on aborde le PLF. Et donc, oui, j'ai bien identifié. On va passer la parole tout de suite à Madame Couturier, ensuite Bertrand Sor. Madame la députée de la Creuse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues et Monsieur le rapporteur, tout d'abord, je tiens à remercier l'initiative de la consultation pour avis de la délégation, démarche initiée sur trop peu de textes. Et donc, c'est un point important, même si, à mon avis, c'est un peu tardif au regard de où nous en sommes sur ce PGL.
Je ne reviendrai pas là sur les critiques que notre groupe a formulées sur le texte dans son ensemble, que ce soit lors de la commission ou dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, sur les articles 10, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé lors de la commission. Mais je vais quand même faire quelques remarques sur le fond du rapport et sur les 2 articles étudiés pour avis. En page 10 de votre rapport, monsieur le rapporteur, vous indiquez que ce texte marque, je cite, « la montée en puissance des collectivités territoriales au sein du service public de l'emploi ». Mais quand on voit à l'article 4 que vous avez prévu de gangréner la gouvernance du réseau France Travail par des organismes privés et des entreprises d'intérim, où est donc la montée en puissance des collectivités ? D'autant plus que l'organisation du réseau France Travail reste floue, sans aucune répartition des compétences entre les différents niveaux de gouvernance. En ce qui concerne l'article 10 et les services de la petite enfance, nous partageons votre constat sur le besoin de davantage d'offres d'accueil pour la petite enfance. Et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit notre collègue sur la question des moyens. Cependant, et je précise également que bien souvent, dans un budget de fonctionnement, les crèches sont quand même un domaine qui pèse pour beaucoup dans les budgets de fonctionnement si on enlève les piscines qui sont aussi à dimension importante dans les budgets de fonctionnement. Donc, cependant, votre rapport ne fait aucune mention de la dégradation de la qualité d'accueil des services de la petite enfance. L'IGAS parle même de maltraitance institutionnelle. Cette dégradation a notamment permis de nourrir un florilège de crèches privées qui représente plus de 20% des places aujourd'hui. À ce sujet, notre groupe portera, lors de la commission d'enquête sur la maltraitance des crèches privées, un regard objectif sur ces crèches et leur gestion. Après avoir détruit le service public et encouragé l'émergence d'initiatives privées, attention à ce que ce texte ne soit pas un énième stratagème pour défausser l'État de ses responsabilités nationales sur les collectivités. Dans le projet de plein emploi, vous affirmez prendre en compte les besoins en petite enfance, concrètement écrire quelques lignes dans les codes de l'éducation, de l'urbanisme et de l'action sociale sans proposer de réelles mesures. On considère que c'est un peu faire du vent. Mais surtout, qu'en est-il des moyens ? Avec une inflation comme celle que nous vivons et une DGF qui n'est toujours pas indexée sur l'inflation, certaines de nos collectivités ne peuvent déjà plus assumer leurs factures d'électricité. Le rapport de la Banque postale affiche même un déficit de l'ordre de 9% d'épargne brute pour nos finances locales. Les mesures que vous proposez dans ce texte annoncent une nette augmentation des dépenses. Vous annoncez dans le rapport une compensation financière. Quelle assurance avons-nous ? Quelle sera bien à la hauteur de la nécessité de la création de nouveaux emplois, dûment rémunérés et d'une digne qualité de service public. Et permettez-moi peut-être d'ajouter quelques remarques déjà par rapport à vos interventions. Vous avez parlé du seuil des 3500 habitants. Mais dans des territoires ruraux tels que le mien, cette question, c'est-à-dire que ça exclut quand même un certain nombre de communes qui aujourd'hui ont conservé la compétence. Et il me semble que nous allions plutôt vers justement sur les sujets de compétences obligatoires transférées. On était plutôt dans un objectif de revenir en arrière et de laisser la maîtrise aux élus locaux sur justement le choix des transferts de compétences. Donc je m'interroge aujourd'hui au regard du contenu de ce texte sur ce seuil des 3500, que va-t-il en devenir dans des territoires ruraux comme le mien, où d'ailleurs j'ai vu récemment, je pense à une communauté de communes qui avait mis en place un bus itinérant pour pouvoir justement prendre en charge les enfants de façon à permettre aux personnes qui allaient à des rendez-vous dans le cadre de leur recherche d'emploi, eh bien, la communauté de communes, pour des capacités financières, a été contrainte à supprimer ce service. Et on voit bien que, malheureusement, dans les territoires ruraux, s'il n'y a pas l'accompagnement financier à ces politiques de la petite enfance,
elles n'y arriveront pas. Et donc, il y a la volonté écrite dans un texte, mais après, il y a les mesures qui s'accompagnent, qui sont nécessaires. Et je rappelle aussi, vous avez parlé de freins au retour à l'emploi. Vous avez parlé mobilité, logement et garde d'enfants. Qu'attendons-nous pour justement un grand projet sur les moyens en matière de transport dans l'ensemble de nos territoires? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux SNCF, que ce soit sur les TER, nous sommes en diminution. La voiture était indispensable malheureusement, et au regard aujourd'hui du coût de l'essence, eh bien, les personnes qui sont éloignées de l'emploi n'arrivent même plus à pouvoir avoir un véhicule ou mettre l'essence nécessaire pour pouvoir se déplacer. Donc cette question de mobilité me semble un élément vraiment au cœur du sujet, surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural. Bien évidemment, la question de la garde d'enfants se pose. Alors le logement, oui, c'est certainement un sujet beaucoup plus important en zone urbaine, où aujourd'hui les demandeurs de logement sont de plus en plus importants et où il aurait été nécessaire justement d'abord de traiter ces problématiques plutôt que d'arriver à un texte qui malheureusement n'accompagnera pas les demandeurs d'emploi qui ne souhaitent qu'une chose, c'est travailler. Merci beaucoup. Puisque vous avez parlé de mobilité, je précise quand même que les trains régionaux sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans en volume. Hein, et ça, toutes les études le montrent. Les régions mettent quand même beaucoup de moyens pour les faire circuler. Donc, monsieur le député Bertrand Sort, et puis ensuite je vous donne la parole, monsieur le rapporteur, pour faire une réponse globale. Monsieur le député de la Manche. Merci, Monsieur le Président, et merci également à Monsieur le rapporteur pour l'excellence de son travail. Merci d'avoir fait ce retour qui nous a nécessairement ouvert l'esprit et permis de mieux cerner les enjeux. Moi, je voudrais tout d'abord le féliciter et nous féliciter de la mise en place rapide du service public de l'accueil de la petite enfance et d'avoir fixé l'échéance au 1er janvier 2025. Je crois que ça paraît tenable. Ça laisse un nombre de mois nécessaires pour qu'effectivement nous puissions répondre efficacement à ce besoin clairement identifié, depuis longtemps attendu, et auquel nous allons enfin, je dirais, pouvoir donner suite. Ma question a déjà été abordée, notamment par le Président, mais il n'est pas Président par hasard. Ça concerne effectivement le transfert à la carte des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil des jeunes enfants par les communes à leur intercommunalité. Si je prends comme exemple l'intercommunalité dans laquelle j'ai été élu lorsque j'étais maire, effectivement ça s'est fait quasi naturellement, mais c'est bien souvent lié aussi à la taille de ces intercommunalités, des bassins de vie, donc difficile de généraliser. Pour autant, j'aurais aimé, monsieur le rapporteur, que vous puissiez nous éclairer sur la façon dont les associations d'élus ont pris en compte cet élément. Est-ce que cela faisait consensus ? Ou bien est-ce que l'on soit du côté des intercommunalités ou des communes, il y avait des positions très diverses exprimées lors de vos auditions? Voilà, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le député, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci. Sur la dernière question, après je reviendrai au point de Mme Couturier, mais sur la dernière question de Bertrand Sort, oui, effectivement, c'est assez clivé, mais à chaque fois qu'on parle de transfert de compétences, dans les associations d'élus qu'on a pu auditionner, qui sont très très attentifs, très attachés à faire en sorte que les transferts de compétences ne soient pas obligatoires. Donc l'AMF nous disant que pourquoi pas, s'il y a transfert de compétences, très bien, mais alors surtout que ce soit fait à la carte selon les territoires. Donc ils ne veulent pas entendre parler, c'est pour ça que je parlais d'assainissement tout à l'heure, ils ne veulent pas entendre parler de transfert obligatoire avec une date butoir, comme dans la loi NOTRe. Dans la loi NOTRe, ouais, donc ils sont très attachés à garder leur autonomie, leur indépendance sur ces sujets, mais globalement, encore une fois, l'occasion de dire à tous ici que je trouve vraiment intéressant le cheminement qu'il y a eu depuis le texte initial et que vraiment le Parlement déjà
cher collègue, a joué pleinement son rôle dans l'examen de ce texte, entre les sénateurs en commission, en séance, les députés en commission et encore en séance. Le texte évolue. Des articles ont été rajoutés, un article 10 bis, 10 ter. Enfin, il y a eu vraiment des discussions sur la date d'entrée en vigueur, sur le seuil à partir duquel on doit transférer ou pas une compétence, ou qu'une commune doit être autorité organisatrice de la petite enfance. Je pense qu'il y a eu vraiment une volonté d'écoute du gouvernement, de travailler avec les associations d'élus. Et à chaque fois qu'on a fait des auditions, ça a été soulevé, ça a été rappelé, à tel point que il y a quasiment plus d'amendements là maintenant pendant l'examen du texte des associations d'élus, parce que la plupart des points qui auraient pu être des points clivants, des points bloquants, eh bien, ont été résolus au cours des discussions parlementaires. Donc vraiment, il faut le souligner, ces relations avec les associations d'élus. Sur ce qui est Mme Couturier, sur les structures privées, sur les contrôles, vous avez raison de le rappeler, c'est quelque chose de très important. On touche non seulement à l'humain, mais on touche aux enfants. Et puis il y a eu des scandales récemment devant l'opinion publique dans certaines crèches. Donc le gouvernement a rajouté un article 10 bis qui justement tend à créer un cadre pour le contrôle des crèches, et un cadre qui rend opposable des référentiels nationaux qui seront fixés et qui déclinent la charte nationale d'accueil du jeune enfant. Également l'article 10 bis qui clarifie la procédure d'autorisation, le rôle respectif du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant de cette procédure. Donc vraiment, la ministre Aurore Bergé, notamment le gouvernement, sont très attachés à cette question de contrôle, et notamment sur les structures privées. Les 3500 habitants, oui, vous avez raison, 3500 habitants, parfois, dans certains départements, comme le vôtre, quand on a 3500 habitants, on est une grosse commune. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, ils doivent ne rien faire. Mais la loi fixe un seuil minimum à partir duquel la commune doit être autorité organisatrice. C'est 3500 habitants. Nous aurions abaissé ce seuil. Vous ou d'autres nous auraient dit c'est pas possible. 1000, 2000, c'est trop peu. On peut pas. Donc voilà. Mais en même temps, j'entends ce que vous dites. C'est vrai, il faut bien arrêter un seuil à un moment. Je vous rappelle que le Sénat voulait le remonter à 10 000. À 10 000. Donc nous l'avons redescendu à 3500. Sur les moyens, vous avez raison. Bien évidemment, s'il n'y a pas de moyens, ça ne pourra pas fonctionner. Et c'est pourquoi le ministre a annoncé des moyens financiers inédits pour mieux couvrir les frais de fonctionnement des places de crèche, comme prévu par la COG de la CNAF 2023-2027, adoptée il y a un mois. La COG était adoptée, et qui prévoit 1,5 milliard supplémentaire pour la petite enfance d'ici à 2027. Et ça, ces moyens supplémentaires font suite, vous le savez, à l'annonce du gouvernement de créer 200 000 places supplémentaires d'ici à 2030, quelle que soit la nature d'ailleurs et les modalités de garde. Donc effectivement, il y aura des moyens. Voilà, vous avez évoqué aussi la part des établissements privés, enfin des organismes privés dans la recherche d'emploi. C'était le débat d'hier soir dans l'hémicycle. Vous étiez présent, moi aussi. Bien évidemment, nous sommes attachés tous au service public de l'emploi comme au service public de la petite enfance, ce qui peut pour autant ne pas exclure parfois des partenariats publics-privés. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire en réponse. Merci, chers collègues et monsieur le rapporteur. Y a-t-il d'autres questions de la part des collègues présents? Non? Allez-y, chers collègues. Madame la secrétaire de la délégation, vous avez la parole. Non, mais je veux bien rebondir sur... vous avez, si j'ai bien compris, donc les moyens supplémentaires d'ici à 2025, et vous avez précisé les objectifs. Je vais le dire comme ça, parce qu'après, on verra. Hein.
Mais ça, c'est l'objectif, justement, dans le cadre de l'élargissement et de ce qui sera créé comme place supplémentaire. Mais là, aujourd'hui, concrètement, vous le savez, nous avons un certain nombre de territoires qui sont en expérimentation. Et là, excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a 0 moyen supplémentaire pour l'accueil, justement, des enfants, pour permettre, tout du moins, là où nous avons des crèches et des crèches publiques, à prendre en charge et à créer des places supplémentaires. C'est ça l'urgence aujourd'hui, parce qu'on va se retrouver avec des gens qui auront certainement la volonté de pouvoir répondre aux sollicitations, aux mesures d'accompagnement que je mets entre guillemets, qui seront mises en place. Mais moi, je le vois dans le résultat de l'expérimentation sur seulement 80 bénéficiaires du RSA. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont même pas pu se rendre au premier rendez-vous. Donc, on voit bien la difficulté, et je le redis, en milieu rural, du fait en plus de l'éloignement souvent de ces établissements d'accueil de la petite enfance, ça pose un réel problème. Donc, je pense qu'il y a aussi à travailler pas seulement sur des lieux physiques en milieu rural, mais aussi des moyens, j'ai parlé de moyens itinérants, qu'il me semble nécessaire à développer. Oui, ou alors, parce qu'on peut, on prend tous bonne note de votre recommandation, mais ou alors d'avoir une systématisation des relais d'assistantes maternelles qui ont la capacité à conseiller, à orienter sur le mode d'accueil, y compris quand il y a des modes d'accueil individuels qui sont souvent plus représentés en milieu rural que le mode d'accueil collectif. Et c'est vrai que l'accompagnement sur la création des relais d'assistantes maternelles, c'est une des pistes possibles de ce que vous évoquez. Et en effet, vous avez raison d'insister sur le fait que la solution ne peut pas être la même partout. C'est très... Est-ce qu'il y a... Monsieur le rapporteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour des sujets. C'est une très belle audition. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et en effet, le modèle de la saisine pour avis sur des textes qui nous concernent, je pense que c'est quelque chose qu'on doit peut-être anticiper sur des textes qui arrivent. J'espère que les administrateurs ne font pas de gros yeux quand je dis cela, mais ça peut valoir le coup sur certaines dispositions. Absolument. On avait prévu une réunion de bureau à 15h, donc comme on a 2 secrétaires qui sont présentes du bureau, est-ce que vous préférez qu'on enchaîne tout de suite ou qu'on attende 15h pour pouvoir... Oui. Donc, bon, on attend 15h, du coup? Toute seule avec moi, n'oubliez pas. Le président et membre du bureau est qualité, chers collègues. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On attend.